Et alors, passons à une notion dont on a parlé déjà, le monitoring. Réalise en effet régulièrement un monitoring socio-économique du marché du travail et de la diversité. Ce monitoring, la dernière mouture en tout cas de ce monitoring, est tout à fait prête, elle est encore toute chaude. Elle est encore toute chaude, hein, c'est ça, elle vient d'être terminée en effet. Et ce sont Madame Valérie Gilbert et Rachel Barniers qui vont nous la présenter en primeur ce matin. Ensuite, c'est Monsieur Tom Bevers qui tirera les principaux enseignements de ce nouveau monitoring. Voilà, tout le monde est en place. Je pense qu'on peut leur céder la parole, ou en tout cas, tout à fait, pas tout à fait. Voilà, je vous en prie, donc, pour vous présenter ce tout nouveau monitoring du SPF Emploi. Merci beaucoup. J'ai juste, pour la présentation, je ne sais pas, les slides. Ah, ok. Alors, on a pu voir qu'en Belgique, l'origine d'une personne constitue toujours un obstacle sur le marché du travail. Et depuis 2013, avec la parution du premier monitoring socio-économique, je continue malgré tout, le SPF Emploi est une attente de mesurer cette situation de manière précise. Et à chaque rapport, on ajoute de nouvelles dimensions afin d'explorer un maximum les pistes et d'avoir une vision la plus complète possible. Alors, dans le cadre de cette conférence, Rachel et moi allons vous présenter quelques-uns des principaux résultats de la 5e édition du monitoring socio-économique qui sortira le 11 octobre et qui sera présenté ce jour-là lors d'une matinée d'études. Rachel, het is voor jou, denk ik maar. On a un petit problème technique. Ja, de presentatie werkt nog niet, maar ik denk dat ik ook... La présentation ne fonctionne pas, donc je peux parler sans les slides, il n'y a pas de problème. Donc déjà, un grand merci Valérie pour cette introduction et bonjour à tout le monde. Avant de donner les résultats du monitoring, je vais d'abord expliquer la méthodologie utilisée. Ah voilà, ça fonctionne. Voilà les slides. Les données utilisées dans le rapport viennent du Data Warehouse de la banque Carrefour Sécurité Sociale, et cette base de données contient des données anonymes administratives de toutes les personnes connues auprès des institutions de sécurité sociale belges. Donc il s'agit de toute la population de 18 à 64 ans. Les données qu'on étudie dans ce rapport valent pour la période de 2008 jusqu'à 2019, à l'exception des données pour le niveau d'éducation qui vont jusqu'à 2018 seulement. Dans cette édition, il y a 4 nouvelles thématiques. Il y aura également une thématique sur l'impact du Covid sur le marché du travail, un autre chapitre sur le retard d'éducation, les jobistes et le détachement. Ces 4 chapitres ne vont pas être abordés aujourd'hui, hein. C'est à vous de les voir lors de la publication en octobre. Un variable important dans notre rapport est évidemment le variable qui cartographie l'origine des personnes, qui est défini dans ce rapport basé sur la nationalité actuelle de la personne, la nationalité lors de la naissance et la nationalité de la naissance des parents. Dans ce slide, vous voyez la population selon l'origine. Et nous partons d'une population générale à l'âge actif, 18 à 64 ans, de presque 7 millions en Belgique. En 2019, 61% avaient l'origine belge, 33% étaient d'origine étrangère et de 4%, l'origine n'était pas connue. Si on se focalise sur cette partie d'origine étrangère et qu'on regarde la répartition entre les différents groupes d'origine, alors nous voyons qu'en 2019, un peu moins que la moitié venait de l'Union européenne en 2019.
c'est ce que vous voyez en bleu foncé. Donc, ce sont les personnes qui viennent de UE14 et les personnes de UE13, donc de l'Europe de l'Est, augmentent également. C'est le groupe que vous voyez en rouge. Alors, les personnes qui n'ont pas d'origine européenne, en bleu, vous voyez le groupe des Maghrébins de 16% est le plus important, suivi par le groupe en orange d'origine africaine subsaharienne et 7% en vert des candidats UE. De ceux, on sait qu'ils ont la nationalité des candidats membres de l'Union européenne et ça concerne surtout l'origine turque. Si on regarde la même répartition selon la région, donc vous voyez la région bruxelloise, puis germanophone, wallonne et flamande, alors dans les 4 entités, en bleu foncé, c'est le groupe le plus important et c'est le groupe des personnes UE14. Le deuxième groupe le plus important pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, ce sont les personnes d'origine maghrébine. Mais dans la communauté germanophone, c'est un autre groupe qui est important, notamment un autre pays européen. Les données du monitoring permettent également d'appréhender le niveau de diplôme et le domaine d'études. Et ce slide reprend le niveau de diplôme selon l'origine pour les 20-64 ans. Alors on peut voir qu'en 2018, 23,6% des personnes de 20 à 64 ans possédaient au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. 35,2% possédaient un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et 31,8% possédaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Et pour 9,4% de la population, nous ne disposons pas du niveau de diplôme, il reste inconnu. Et quelle que soit l'origine étrangère, ce diplôme n'est pas connu principalement pour les personnes étrangères inscrites au registre national depuis moins de 5 ans. Alors, les personnes d'origine belge possèdent principalement un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, mais cette part est relativement proche de celle de ceux possédant un diplôme de l'enseignement supérieur. Les personnes étrangères possèdent principalement au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. Et cependant, on voit que quelques origines se distinguent, notamment les personnes d'origine UE15, qui possèdent principalement un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et les personnes originaires d'Océanie, Extrême-Orient, ainsi que les personnes originaires d'Amérique du Nord, qui possèdent principalement un diplôme de l'enseignement supérieur. Alors sur ce graphique, on retrouve l'écart de taux d'emploi entre les personnes d'origine belge et les personnes d'origine étrangère. Alors, avec un taux d'emploi de 76,3%, ce sont les personnes d'origine belge qui ont le taux d'emploi le plus élevé. Et on voit que le taux d'emploi le plus faible s'observe pour les personnes originaires du Proche et Moyen-Orient, puisque l'écart de taux d'emploi est le plus important pour ce groupe, avec un écart de presque 40%, de points de pourcent, et ce malgré une augmentation du taux d'emploi qu'on a pu observer entre 2016 et 2019. Alors, il faut cependant mentionner que pour ce groupe d'origine, la proportion d'immigrants récents a fortement augmenté entre 2008 et 2019, qui est passée de 28 à 55%. Il s'agit donc d'un groupe qui doit faire face à des obstacles spécifiques, tels que la connaissance d'une langue nationale ou encore un diplôme non reconnu. Alors, cette partie de graphique nous indique l'écart de taux de chômage entre les personnes d'origine belge et les personnes d'origine étrangère. Alors, le taux de chômage pour les personnes d'origine belge est le plus faible, avec 3,6%, et l'écart de taux de chômage par rapport aux personnes d'origine belge est le plus important en 2019 pour les personnes originaires du Maghreb et celles originaires d'Afrique subsaharienne. Alors, quelle que soit l'origine, le taux d'emploi des hommes est supérieur au taux d'emploi des femmes.
Alors, les taux d'emploi ont augmenté entre 2017 et 2019, et ce, tant pour les hommes et pour les femmes que pour l'ensemble des origines. Alors, la diminution de l'écart de taux d'emploi qu'on a pu observer jusqu'en 2016 semble s'être arrêtée ces dernières années. Alors, l'écart de taux d'emploi reste particulièrement élevé pour les personnes originaires d'un pays candidat à l'UE, originaires du Maghreb et originaires du Proche et Moyen-Orient, et on observe un écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes pour ces groupes de plus de 20 points de pourcent. Alors, en termes d'inactivité, on a pu constater une diminution du taux d'inactivité entre 2017 et 2019 pour toutes les origines. Et il est, tout comme nous l'avions déjà observé dans les rapports précédents, le plus faible pour les personnes originaires de Belgique, avec un taux de 17,6%, et il est le plus élevé pour les personnes originaires du Proche et Moyen-Orient, avec un taux de 50,6%, ce qui n'est pas étonnant au regard de leur faible taux d'emploi. Alors, quelques autres origines présentent également des taux d'inactivité très élevés, comme les personnes originaires d'un pays candidat à l'UE, originaires du Maghreb, originaires d'un autre pays européen, d'Océanie Extrême-Orient et d'un autre pays d'Asie. Alors, quand on regarde la répartition des inactifs par type d'inactivité, on peut voir qu'en moyenne, ils se répartissent entre les différents types d'inactivité suivants. 18,7% des 25-64 ans se retrouvent en incapacité de travail. 16,4% sont à la pension. 5,9% relèvent du revenu d'intégration. 4,6% relèvent des allocations pour personnes handicapées. Et 47,2% relèvent de la catégorie autre. Alors, il faut savoir que cette catégorie est composée en fait de personnes qui ne sont pas identifiées comme ayant un travail rémunéré ou qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi, mais qui ne disposent pas non plus d'un statut donnant accès à une allocation ou au revenu d'intégration. Alors, depuis 2016, on a constaté une augmentation de la part des bénéficiaires du revenu d'intégration, mais relativement modérée. On a également connu une augmentation de la part de la catégorie autre, qui a continué à diminuer. On a également observé une diminution de la part des prépensions et une augmentation de la part des pensions. Mais ce qui est le plus frappant, c'est surtout l'augmentation de l'incapacité de travail, passant de 15,9% en 2016 à 18,7% en 2019. Alors, cette augmentation s'observe essentiellement pour les personnes d'origine belge, mais également pour les personnes originaires d'un pays candidat à l'UE, avec des parts de 27,1% et 22,7%. Et ce sont en fait les deux groupes d'origine pour lesquels on observe la plus grande proportion de plus de 55 ans. Merci. Zoals dus reeds duidelijk werd uit de presentatie van... Tout comme déjà clarifié dans la présentation de Valérie, les grands indicateurs du rapport montrent que les personnes d'origine étrangère ont plus difficile de trouver une position sur le marché du travail, mais on a également d'autres indicateurs qui donnent les caractéristiques et les qualités du travail. Comme cela, on dispose des chiffres des catégories salariales. Vous voyez que les personnes d'origine belge sont surreprésentées. Dans les tableaux, vous voyez la surreprésentation dans les bas salaires et la sous-représentation des hauts salaires. Et si on regarde cela, nous voyons que le groupe autre asiatique est le plus représenté dans les bas salaires et le moins représenté dans les hauts salaires. Donc, ils occupent la pire position. À côté de cela, il y a une aggravation de la situation des personnes EU13, Proche et Moyen-Orient. Ce dernier groupe est le seul groupe dans lequel les salaires ont augmenté un peu lors des dernières années. Pour les autres origines, ce chiffre a diminué. Alors, focalisons-nous sur les salaires bas. Voici le graphique. Et selon le niveau de diplôme,
Vous voyez tout à gauche les peu qualifiés, moyennement qualifiés et les hautement qualifiés et les parts des bas salaires. Et alors vous voyez que les personnes hautement qualifiées sont mieux rémunérées. Donc mieux on est scolarisé, moins on a un salaire bas. Donc les actifs avec un diplôme d'enseignement supérieur de toutes les origines ont de meilleurs salaires que d'autres niveaux d'éducation. Nous voyons également dans chaque niveau d'éducation les personnes d'origine belge en bleu foncé ont la part la plus basse des salaires bas. Et alors les personnes avec un diplôme d'enseignement supérieur, la part des salaires bas est moins de 10% pour les Belges et les personnes d'origine autre asiatique ou autre européenne est de 40%. Ceci montre que même si on a le même niveau de scolarisation, l'écart salarial continue à exister auprès des différentes origines. Dans ce rapport, on a pu analyser d'autres indicateurs du marché du travail. Ici, vous voyez par exemple le taux d'emploi selon l'origine, mais aussi selon le niveau de diplôme. Ce qui frappe est que les personnes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur en gris, pour toutes les origines, il y a un taux d'emploi plus élevé. Voici, vous le voyez en rose pour le total, mais ça vaut donc pour toutes les origines. Ce constat se fait dans tout le rapport pour tous les indicateurs hautement qualifiés. Les hautement qualifiés ont une meilleure position sur le marché du travail. Ce qui est étonnant est que le taux d'emploi des personnes d'une origine étrangère avec un diplôme élevé est toujours moins élevé que le taux d'emploi des personnes d'origine belge avec un diplôme d'enseignement supérieur. Pour eux, il s'agit de 86% de taux d'emploi, mais pour les personnes d'origine étrangère, ça va entre 75 ou de 57 jusqu'à 75%. L'écart est devenu plus petit, ça bien, mais l'écart est le plus important pour les personnes avec un diplôme d'enseignement supérieur. Donc, même si l'intégration est améliorée grâce à un diplôme, ce n'est pas toujours le cas pour les personnes d'origine étrangère que pour les personnes d'origine belge. Sur ce slide, vous voyez le taux d'emploi des personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Là, on voit que étudier plus longtemps n'a pas la même valeur pour tout le monde. Il y a de grandes différences entre les groupes d'origine, même si on voit que si on est hautement qualifié en moyenne, ça va de pair avec un salaire plus élevé. Pour tous les groupes d'origine, nous voyons que les masters en orange ont un taux d'emploi plus bas que les bachelors, et ça vaut pour les EU14 et les EU13, les Océaniens, entre autres. Ce qui est assez frappant aussi, c'est que les doctorants d'origine d'Afrique subsaharienne travaillent le moins souvent parmi toutes les personnes hautement qualifiées. Alors, si l'emploi total a connu une croissance pour toutes les origines entre 2011 et 2018, ce constat ne s'observe pas pour tous les secteurs. Les secteurs de l'administration publique et de l'industrie ont les diminutions les plus importantes de l'emploi entre 2011 et 2018. Et ce sont principalement les salariés d'origine belge qui ont quitté ces deux secteurs. Mais il y a surtout une grande différence selon le niveau de diplôme. Alors ce slide reprend l'évolution de l'emploi par secteur, par niveau de diplôme, et pour des raisons de lisibilité, nous n'avons repris sur ce slide que les niveaux de diplôme faibles et élevés. Alors on peut voir au cours de la période 2011-2018 qu'il y a eu destruction d'emplois pour les personnes disposant au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, alors qu'il y a eu création d'emplois pour les autres niveaux de diplôme, et ce pour toutes les origines. Alors pour les diplômés au maximum du secondaire inférieur, il n'y a une diminution de l'emploi quasiment que pour les Belges d'origine dans tous les secteurs,
alors que pour les autres origines, le nombre d'emplois occupés a augmenté, mais dans une bien moindre mesure que pour les diplômés du secondaire supérieur et de l'enseignement supérieur. Alors si on se concentre sur les personnes titulaires d'un master, on peut de nouveau constater qu'un même domaine d'études n'offre pas les mêmes possibilités sur le marché du travail. Alors l'écart de taux d'emploi entre les personnes d'origine belge et les personnes d'origine étrangère reste très important, en particulier dans le domaine de l'éducation, des sciences et des services. Il est possible que les secteurs auxquels mènent ces trois domaines accordent plus de poids aux compétences linguistiques, en particulier dans l'enseignement par exemple, que les autres domaines d'études, ce qui signifie que les nouveaux arrivants rencontrent donc des difficultés supplémentaires à trouver un emploi dans ces secteurs. C'est également dans le domaine de la santé et de la protection sociale que le taux d'emploi est le plus élevé, et ce pour toutes les origines, et que l'écart de taux d'emploi entre les Belges d'origine et les personnes d'origine étrangère y est le plus faible. Alors ce slide reprend pour 5 groupes de secteurs les personnes travaillant dans ces secteurs et ayant un diplôme de l'enseignement supérieur, et ce uniquement pour les personnes d'origine belge et les personnes originaires non européennes. Nous pouvons constater que dans les secteurs généralement moins bien rémunérés, comme l'industrie, le transport et l'enseignement, les personnes d'origine belge possèdent le plus souvent le diplôme dans le domaine spécifique au secteur, tandis que les origines non UE présentent une répartition plus diversifiée entre les différents niveaux de domaine d'études. Dans les secteurs bien rémunérés, comme les activités financières, l'information et communication ou encore les activités immobilières, les personnes d'origine étrangère possèdent le plus souvent le diplôme spécifique, alors que les Belges d'origine sont dans ces secteurs dans des domaines d'études qui n'étaient pas spécialement spécifiques à ces secteurs. Alors il semble donc qu'il existe une sorte d'inadéquation de compétences inverses. Les personnes d'origine belge se retrouvent dans les secteurs à salaire relativement élevé, sans spécialement avoir un diplôme spécifiquement lié au secteur, alors que les personnes d'origine non européenne s'y retrouvent, mais uniquement quand elles disposent de ce diplôme spécifique. Ensuite, nous examinons sur ce slide la part des travailleurs à temps partiel selon l'origine et le sexe. Et là, nous voyons que pour toutes les origines, il y a des différences. La différence entre hommes et femmes est très importante, malgré une petite augmentation du nombre de travailleurs à temps partiel chez les hommes. Alors, on voit que l'écart est le plus faible chez les Nord-Américains, l'Océanie et l'Extrême-Orient, puisque ces femmes travaillent moins à temps partiel. La part la plus importante d'hommes occupés à temps partiel, eh bien, on la retrouve parmi les personnes autres asiatiques et les femmes de l'UE 13, candidat UE, travaillent le plus souvent à temps partiel, ce qui peut sans doute être expliqué par le fait qu'elles sont surreprésentées dans les secteurs où il y a peu d'emplois à temps plein, particulièrement le système des titres-services. Sur ce transparent, vous voyez la part des intérimaires selon l'origine. Le secteur intérimaire a fortement augmenté, s'est fortement développé depuis la première édition de ce rapport, et cela vaut également pour le nombre de personnes qui y travaillent. Si on regarde tout en bas, le graphique, on voit qu'il y a une répartition au sein du secteur suivant les différentes origines, et on voit que proportionnellement, il y a moins de salariés d'origine belge. Vous voyez ça en bleu foncé. Et cela concerne tant les hommes que les femmes. Et nous voyons aussi, si on regarde le graphique en haut et qu'on regarde par origine la part de travailleurs dans le secteur de l'intérim, donc nous voyons que les travailleurs d'origine d'Afrique subsaharienne représentent la part la plus importante des intérimaires, donc 11,7%, suivi par les origines Proche-Orient, Moyen-Orient et candidats UE. Et pour toutes les origines, on peut voir aussi que les hommes représentent une partie plus importante des intérimaires que les femmes. Alors, les slides précédents nous ont montré que la situation sur le marché du travail des personnes d'origine étrangère restait vulnérable, et ce même avant que la crise du Covid n'éclate.
Le risque est donc élevé que l'impact de cette crise sur ce groupe, comme sur d'autres groupes vulnérables, les femmes, les jeunes, les peu éduqués, soit donc disproportionné. Alors pour ce rapport, nous ne disposons pas de données complètes pour 2020, mais nous avons malgré tout pu établir de premiers constats. Alors nous savons que les personnes d'origine non européenne sont surreprésentées dans la construction, l'ORECA, le commerce des détails et les services de soutien. Or, ce sont justement ces secteurs-là qui ont dû diminuer ou interrompre leurs services plus fréquemment et pendant des périodes beaucoup plus longues pendant la crise. Alors, au sein même de ces secteurs, de grandes différences existent aussi entre les origines. Ainsi, dans le secteur de l'ORECA, par exemple, nous pouvons voir que pour le personnel d'origine belge, la part de ceux qui étaient au chômage temporaire n'était que de 41,5% au deuxième trimestre 2020, alors que pour les personnes d'origine non UE, cette part s'élevait à 55,6%. Alors la part, la part de chômage temporaire est légèrement inférieure pour les travailleurs d'origine étrangère, uniquement dans les secteurs information et communication, qui est le secteur J, et immobilier, qui est le secteur L. Alors ce graphique reprend la part des personnes qui travaillaient à la fin de l'année 2019 et qui se retrouvaient au chômage au deuxième trimestre de 2020. Alors on peut constater que les personnes d'origine belge se retrouvent moins souvent au chômage que les personnes d'origine étrangère. En effet, seuls 0,8% des personnes d'origine belge qui étaient actives en emploi à la fin 2019 étaient au chômage au deuxième trimestre de 2020, contre 1,7% des personnes originaires d'un pays de l'UE et 3,1% des personnes originaires d'un pays non européen. Alors on peut voir également que les diplômés de l'enseignement supérieur se sont moins souvent retrouvés au chômage que les peu diplômés, et également que la proportion des personnes appartenant aux 3 déciles salariaux les plus importants se retrouvait également moins souvent au chômage. Merci pour votre attention. Zoals we ook bij de vorige 4 uitgaven gedaan hebben. Comme nous l'avons fait pour les 4 éditions précédentes, nous avons tiré des conclusions de ce 5e monitoring. Nous poursuivons sur les rapports précédents et nous faisons également le lien avec ce que des institutions internationales comme l'OCDE et la Commission européenne ont à dire sur notre pays, par exemple, l'étude économique de l'OCDE qui est présentée aujourd'hui. Nous regardons également la recherche universitaire et dans ce cas en particulier, ce qui a été réalisé dans le cadre du projet IMILAB avec le financement de BELSPO. Et cela a été expliqué il y a 2 semaines lors d'une conférence ici d'ailleurs aussi. Alors la remarque, c'est que les chiffres, bien, ils sont ce qu'ils sont, mais vous pouvez bien sûr aussi les utiliser pour faire votre propre analyse et pour tirer vos propres conclusions. Les mêmes que celle-ci, ou d'autres, évidemment. Comme le ministre l'a déjà mentionné dans son introduction, et en fait tous les intervenants l'ont dit, la différence de taux d'emploi selon la nationalité entre ceux qui viennent de l'extérieur de l'UE et ceux qui ont la nationalité belge est plus grande ici que dans n'importe quel autre pays de l'UE. En outre, le taux d'emploi en général, représenté ici en orange, est beaucoup plus faible en Belgique que dans les pays auxquels nous aimons nous comparer. Par ailleurs, nous effectuons ici cette comparaison sur la base d'autres chiffres que le monitoring, avec comme point de départ la nationalité et non l'origine, car ce n'est que sur cette base que nous pouvons comparer les pays. Quel que soit le mode de calcul, l'emploi doit augmenter. Comme nous le savons, notre pays s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2030. Lorsque cet objectif a été récemment soumis à l'UE de manière formelle, un sous-objectif a été fixé pour les citoyens non-UE. Il s'agit de passer de 44,2% à 58,3%. Nous avons également traduit cet objectif en origine dans le rapport, comme vous pouvez le voir sur le transparent. Pour les origines ayant le plus grand retard, que vous voyez ici, cela signifie qu'un quart à un tiers de personnes de plus qu'aujourd'hui devront trouver un emploi.
Cela résonne un peu comme un cliché, mais c'est un énorme défi. Ne sommes-nous pas sur la bonne voie, alors? Si, nous le sommes, mais c'est un très lent processus. En outre, le progrès est également le résultat d'un glissement important de notre économie entre les secteurs, comme Valérie l'a dit sur la base de ces chiffres. Surtout dans l'industrie, de nombreux emplois sont perdus, mais aussi dans le secteur public et dans certains autres secteurs, comme les banques. Ça se fait progressivement, mais aussi par à-coups, chaque fois qu'il y a une crise grave. Il s'agit d'emplois de relativement bonne qualité qui sont souvent occupés par des personnes d'origine belge. Cette perte est plus que compensée, heureusement, par des emplois supplémentaires créés dans les services. Dans ces secteurs de services, il y a aussi de bons emplois, mais tous ne le sont pas. Et ces nouveaux emplois, eh bien, ils sont pourvus de manière plus diversifiée. Par conséquent, l'ensemble du processus est bénéfique pour les opportunités relatives des personnes d'origine étrangère. Ça leur permet d'avancer. Dans certains groupes, on saisit davantage les possibilités. Par exemple, proportionnellement, nous trouvons plus de jeunes d'origine maghrébine dans les études dites STEM, donc les sciences, les mathématiques, donc plus que de jeunes d'origine belge. Le rapport indique aussi que les pénuries offrent des opportunités parce que l'approche assez pointilleuse du recrutement est mise de côté. Comme nous le savons, nous avons l'une des plus fortes inadéquations du marché du travail dans l'UE, avec beaucoup d'offres d'emploi. Et donc ça, c'est en fait une bonne nouvelle pour les personnes d'origine étrangère dont les faiblesses objectives et subjectives deviennent soudainement moins importantes. Cependant, la route est très longue. La reprise est fragile, notamment à cause de l'invasion russe de l'Ukraine. Et naturellement, il faut tenir compte du fait que la reprise pourrait être ralentie. En outre, et là aussi, ça a déjà été dit, les nouveaux emplois ne sont pas tous aussi stables ou ne se font pas tous à d'aussi bonnes conditions que les emplois qui ont été perdus. Une très mauvaise position de départ et une progression lente, trop lente même. C'est vraiment une procession d'Echternach, comme l'a dit le ministre. Cela signifie que des défis structurels devront être relevés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui et demain. Notre marché du travail est très segmenté, comme on l'a déjà dit, avec des emplois relativement bons pour les insiders et des emplois moins bons ou pas de travail pour les outsiders. Entre ces deux segments et accessoirement aussi à l'intérieur du meilleur segment ou segment primaire, la mobilité sur notre marché du travail est très limitée. Cela signifie que les personnes d'origine étrangère, en particulier, ont beaucoup de mal à accéder aux emplois de meilleure qualité. On a déjà parlé de tremplin, mais on voit par exemple qu'un emploi intérimaire est souvent un tremplin vers un CDI. Et ça, c'est positif, évidemment. Mais ce tremplin, il fonctionne moins bien pour les personnes d'origine étrangère, qui doivent souvent essayer à plusieurs reprises avant d'avoir un emploi fixe. Bien sûr, la segmentation de notre marché du travail n'est pas seulement basée sur l'origine. Comme on le sait, la différence d'emploi entre les personnes hautement qualifiées et les personnes peu qualifiées est aussi exceptionnellement importante chez nous. Mais le facteur origine joue un rôle clair dans la division, de sorte que nous pouvons et devons parler d'ethnostratification de notre marché du travail. C'est clair lorsqu'on regarde le domaine de l'éducation. Nos rapports successifs ont clairement montré qu'un diplôme égal de même niveau, mais aussi dans le même domaine d'études, n'offre pas toujours une chance égale d'emploi. Notre marché du travail est segmenté et il est difficile d'accès, notamment dans le secteur primaire. Il existe des obstacles du côté de l'offre, des facteurs qui rendent l'acceptation d'un emploi difficile. Il est difficile de trouver une solution d'accueil pour son enfant ou d'autres personnes qui nécessitent des soins. Il y a le transport, des facteurs financiers liés à nos systèmes d'allocation ou à la fiscalité. Bien souvent, ce sont des systèmes complexes où les incitants financiers ne sont pas toujours clairs.
Du côté de la demande, le coût relativement élevé de la main-d'œuvre signifie que l'employeur moyen sera plus sélectif lors du recrutement. Mais, tout comme le candidat travailleur ne dispose pas d'informations complètes sur le nouvel emploi éventuel, l'employeur ne sera pas en mesure d'évaluer pleinement les qualités du travailleur. En dehors des systèmes plus flexibles, et surtout en dehors des systèmes de sous-traitance et de détachement, cela peut rendre les exigences inutilement élevées en termes de diplôme, de compétences linguistiques ou de flexibilité, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, dans le cadre de la présentation de la brochure du CNT. Cela peut entraîner une discrimination statistique, c'est-à-dire que la constatation ou la présomption que les personnes d'origine étrangère remplissent moins souvent les conditions requises fait que les candidats individuels ont moins de chances. C'est loin d'être la seule forme de discrimination sur notre marché du travail, mais je préfère céder cette discussion à Patrick. Le rôle crucial de la formation pour le marché du travail signifie que nous ne pouvons évidemment pas ignorer le rôle de l'enseignement. L'inégalité commence déjà dans la garde des enfants, on y a déjà fait allusion, et toutes les études PISA successives de l'OCDE démontrent qu'elle se poursuit très fortement dans l'enseignement régulier. Parce que nous avons trop peu de formation après l'enseignement dans ce pays et cette différence ne peut pas être rattrapée par la suite. En outre, le problème du cercle vicieux se pose. Celui qui voit que même avec un bon diplôme, les chances sur le marché du travail sont inégales sera inévitablement moins motivé pour aller à l'école. D'où l'importance de modèles visibles et de réseaux solides auxquels les gens peuvent s'identifier. Enfin, mais nous en reparlerons sans doute longuement cet après-midi dans le cadre de la discussion sur le genre, l'interaction avec le modèle de genre joue également un rôle. Nous constatons par exemple que l'inégalité entre les sexes sur le marché du travail après la naissance d'un enfant augmente plus fortement parmi les groupes d'origine hors UE que parmi les personnes d'origine belge. Et donc on peut à nouveau parler ici d'un cercle vicieux. Les personnes moins diplômées et qui ont moins de possibilités sur le marché du travail décideront plus facilement de rester à la maison pour les enfants. Enfin, nous ne pouvons évidemment pas ignorer le rôle de la migration des travailleurs dans ce cadre. Les rapports précédents, et tout à l'heure, les employeurs l'ont déjà dit, il y a des personnes qui viennent ici avec d'autres motifs que le travail. Et bon, des rapports précédents nous ont déjà appris que ceux qui viennent ici en vue de travailler sur le marché du travail réussissent également mieux sur le marché du travail. Ce n'est pas très étonnant, mais des recherches d'Iminab indiquent désormais que cet effet s'estompe assez rapidement. Donc, après une première expérience professionnelle, il reste moins facile de trouver un travail durable et d'avoir une deuxième expérience. Cela plaide donc en faveur d'un soutien, d'un accompagnement des personnes qui travaillent déjà. Pensons par exemple aux personnes d'origine étrangère qui lancent une activité indépendante. Toutes ces personnes travaillent déjà, mais elles ont encore besoin d'être accompagnées. En outre, on y a déjà fait allusion, le rapport contient un chapitre très étendu sur le détachement, qui apparaît de plus en plus comme un canal par lequel des personnes originaires de pays hors UE viennent travailler dans notre pays. Alors, les détails seront pour la présentation d'octobre, mais permettez-moi de vous dire que les détachements, c'est quelque chose de complexe que nous ne pouvons pas discuter juste demain. C'est néanmoins un point que l'on devra prendre en compte durant nos débats demain et cet après-midi. Merci. Monsieur Charlier. Eh bien, introduisez-moi. Oui, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc ce monitoring est le résultat d'une collaboration entre le SPF Emploi et UNIA, et donc vous allez nous présenter les recommandations au nom de UNIA, c'est bien ça? Merci, voilà, Madame comme ça c'est Capel. fait. Et
Je pense qu'en cette fin de matinée, j'ai un défi, c'est de faire monter le taux d'attention à 80% au moins, puisqu'on a beaucoup parlé de ce taux de 80%, et je vais essayer de relever ce défi dans ce cadre-là. Et donc, effectivement, je pense que quand on voit les résultats de cette 5e édition du monitoring socio-économique, nous devons à la fois être modestes et ambitieux, modeste dans la mesure où le monitoring donne une photographie de la réalité sur le marché de l'emploi, mais ne donne pas nécessairement les causalités, les raisons pour lesquelles on se retrouve dans ces situations-là. Alors, il y a d'autres études, d'autres recherches, et Tom a eu l'occasion de vous les présenter. Et notre expertise à nous, c'est la question de la discrimination, et donc on essaye d'apporter une lumière sur ces résultats-là à travers la question de la discrimination. Et on voit qu'à travers les différentes éditions du monitoring socio-économique, on a des données de plus en plus fines sur le niveau de diplôme, sur les différents domaines, sur les différents secteurs, etc. Et il reste une partie de différence, d'inégalité qui reste inexpliquée, et à nos yeux, c'est quelque chose qui peut relever effectivement de mécanismes discriminatoires et qui illustre à nos yeux ce qu'on peut appeler la discrimination structurelle. Alors, parfois, quand on parle de la discrimination structurelle, nous sommes interpellés en disant « Tiens, mais ce n'est pas quelque chose qui est intentionnel ». On imagine parfois qu'il y a un comité secret de personnes qui sont en train d'organiser la discrimination de manière intentionnelle. La discrimination structurelle, ce n'est pas ça, c'est l'organisation de notre société. La discrimination systémique qui se passe au niveau des secteurs, au niveau des entreprises, ce sont souvent des mécanismes inconscients, non volontaires, mais qui ont tendance à reproduire les inégalités à travers le temps. On le voit dans l'enseignement avec un impact sur l'emploi. Et on le voit dans le cadre de l'emploi. Et donc, il faut adresser ces questions-là par des solutions qui sont également structurelles et pas purement individuelles. Il est important de souligner, on l'a dit, je vais passer assez rapidement sur le fait que lorsqu'on voit les résultats, il faut pouvoir combiner certains critères et qu'il y a une forme effectivement d'intersectionnalité liée à l'origine, liée au genre et en matière d'emploi liée à l'âge également. C'est un facteur d'exclusion et avec cette singularité, c'est que le critère de l'âge dans l'emploi, il y a des mesures qui vont protéger les travailleurs âgés et qui vont en même temps exclure ceux qui ne sont pas à l'emploi, qui vont chercher de l'emploi. Et il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, on a rapporté il y a quelques années sur cette réalité-là. L'autre chose qui nous paraît important en matière de discrimination, c'est aussi de se rendre compte que la situation des personnes est différente en fonction de l'origine. On n'est pas discriminé de la même manière lorsqu'on est afrodescendant, lorsqu'on est d'origine asiatique, lorsqu'on est d'origine latino. Et donc, il y a des réalités de discrimination qui s'expriment différemment, notamment sur le marché de l'emploi. Et il faut avoir cette connaissance suffisamment fine. Et c'est ainsi qu'au printemps, nous avons publié un rapport spécifique sur les discriminations à l'égard des afrodescendants pour mettre une lumière sur cette réalité-là. Et d'autres rapports sont peut-être prévus sur d'autres types de réalités. Mais il faut aussi pouvoir traduire ça dans des politiques générales et pas dans des politiques uniquement ciblées et centralisées dans ce cadre-là. Alors, sur les dossiers que nous avons au niveau d'UNIA en matière d'emploi, et là nous avons cette singularité de pouvoir croiser les différents critères de discrimination et les questions d'emploi. L'emploi est pratiquement d'année en année le premier ou le deuxième secteur pour lequel nous sommes saisis. Ça correspond environ à 25% des dossiers que nous ouvrons. Un dossier sur 4 que nous ouvrons concerne l'emploi. Sur les 2400 dossiers, par exemple, que nous avons ouverts en 2021. Alors vous voyez que lorsqu'on croise avec les critères, il y a pendant très longtemps les dossiers de discrimination raciale qui ont été en tête. Ils sont juste dépassés par le handicap en 2021. Et on voit que la diminution de 2020 et 2021 est à nos yeux probablement liée à la période de Covid et du confinement, qui fait que des problématiques liées aux discriminations raciales à l'emploi étaient moins présentes, et notamment
des discriminations ou des problèmes de harcèlement sur le lieu de travail. On constate que le confinement et le télétravail a permis à certaines personnes d'être protégées de dynamiques délétères qui peuvent se passer sur le marché de l'emploi. C'est une des raisons que l'on voit sur ce type de comportement-là. Par contre, vous voyez qu'il y a une augmentation extrêmement importante de dossiers liés à l'état de santé sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est tout le contentieux et tous les signalements que nous avons eus avec la mise en place du Covid Safety Kit et de la vaccination. Ça a généré un contentieux important, notamment sur le lieu de l'emploi. Vous voyez aussi qu'un critère important ne se retrouve pas repris, c'est le critère du genre. À l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Elisabeth est ici dans la salle, la directrice de l'Institut. J'ai été chercher les chiffres de l'Institut et on voit que pour l'Institut aussi, le secteur de l'emploi est le premier pour lequel ils sont saisis, puisque lorsqu'on comptabilise l'ensemble des informations, des plaintes et des communications, on a 350 items sur 1027, et donc ça fait pratiquement 35% de signalements et de dossiers ouverts à l'Institut sur les questions de genre, protection de la maternité, etc. Et donc c'est une problématique sociale importante en matière de discrimination. Ce qui est aussi quelque chose d'assez singulier, c'est lorsque on voit le type de problématique pour lequel nous sommes saisis sur les différentes phases de l'emploi, le recrutement, le licenciement, l'organisation du travail lui-même, les relations avec les chefs, collègues et clients, et l'accès à la promotion et à la formation. Alors dans la première colonne, vous voyez sur l'ensemble des critères, et vous voyez que sur les critères raciaux, il y a là des singularités qui sont mises en avant. Et vous voyez que, proportionnellement, nous sommes moins saisis de dossiers liés aux discriminations raciales au recrutement. Et ça, une des explications que l'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui, et c'est une avancée depuis 20 ans, je pense, moi qui suis dans le secteur, la discrimination raciale, tout le monde sait que c'est quelque chose qui est interdit. Ce n'est pas uniquement moralement sanctionnable, mais aussi juridiquement sanctionnable. Et donc on sait que refuser quelqu'un pour sa couleur de peau, pour son origine, est quelque chose de cette sorte-là, est quelque chose qui n'est pas admissible, c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, une discrimination sur base du handicap, refuser quelqu'un pour son handicap, refuser quelqu'un pour l'âge, voire refuser quelqu'un pour ses convictions religieuses, la question du port des signes, est quelque chose qui est parfois plus justifiable, semble plus justifiable, ne l'est pas nécessairement, et donc on voit qu'il y a des refus qui sont plus explicites. Ça ne veut pas dire que la discrimination raciale à l'embauche n'existe plus, mais elle est malheureusement plus cachée, elle est plus insidieuse, elle n'apparaît plus parce qu'on n'assume plus le fait de ne plus engager quelqu'un d'origine étrangère. Par contre, on voit que sur les relations avec les chefs, avec les collègues, avec les clients, il y a là un nombre considérable, proportionnellement plus important de dossiers que l'on ouvre par rapport à la moyenne, puisqu'on est à 41,4% contre 19,2% en moyenne. Et là, on voit que tout ce qui relève des représentations stéréotypées, des préjugés, etc., vient s'appliquer lorsqu'on est sur le lieu de travail et quelqu'un qui est d'origine étrangère va se retrouver face à des formes de harcèlement, à des formes de remarques, à de l'humour, soi-disant de l'humour, mais lorsque l'humour est systématiquement renvoyé vers quelqu'un lié à son origine, on va parler de harcèlement, et ça peut aussi sa demande est examinée, c'est une hypothèse ici, ce n'est pas une certitude, ça peut aussi peut-être expliquer le fait que ça touche au bien-être et qu'il y a des personnes qui vont se retrouver en difficulté, se retrouver soit perdre leur emploi, quitter l'emploi ou être en congé maladie liés à des comportements discriminatoires sur le lieu de travail liés à l'origine. Alors, nos recommandations, nous avons édité récemment une recommandation que nous avons transmise notamment au ministre d'Hermagne, qui est la recommandation 105 sur prévenir les discriminations. On l'a dit en introduction, il vaut mieux prévenir que guérir, mais pour nous, c'est prévenir, c'est pas uniquement mener des politiques de diversité, c'est véritablement prévenir les discriminations, et l'enjeu qu'il y a pour nous, c'est de pouvoir
introduire la question de la lutte contre les discriminations dans les plans de prévention qui existent et qui sont obligatoires liés au marché du travail, prévention liée au bien-être, prévention liée au harcèlement, que ce soit harcèlement moral ou sexuel, prévention liée aussi à la sécurité, etc. À nos yeux, il faudrait intégrer la prévention de la discrimination dans ces politiques globales de prévention et donc aussi donner la possibilité pour l'inspection du travail d'intervenir, soit par des mesures de régularisation si un problème se pose et des possibilités pour l'employeur d'y répondre, soit de dresser des PV dans ce cadre-là. Nous sommes partisans, mais nous ne sommes pas les seuls, je l'ai entendu ce matin, de donner plus We willen graag wat meer draagbreedte geven aan de positieve acties. Dat is een gedeelde opmerking. Het kader bestaat wel, maar spijtig genoeg is dat niet voldoende geactiveerd. En het idee bestaat om te kunnen overgaan naar situatietests, datamining en niet alleen zulke tests. Op reactieve wijze, wanneer de problemen zich al gesteld hebben, maar ook dit kunnen doen op een proactieve wijze, zonder dat er over provocatie gesproken moet worden. Dit is voor ons een mechanisme dankzij het welk wij structurele discriminatie kunnen tegengaan. We hebben ook al gesproken over de tool EDIF, een tool voor de HR en de werkgevers. En recent hebben we een monitoring do-it-yourself op poten gezet. Want tijdens een monitoring krijgen we vaak vragen over hoe kan ik dat in mijn sector of onderneming toepassen om een diversiteitsbeleid te incorporeren dat inclusief is voor alle medewerkers. Wel, daarvoor moeten er doelstellingen vastgelegd worden en om dat te kunnen doen hebben wij een tool ontwikkeld specifiek gericht op werkgevers om dan zelf een monitoring te kunnen uitvoeren op basis van ofwel bestaande gegevens ofwel op basis van autodeclaratieve gegevens. Bedankt.